Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à jouer à The Old World ou Warhammer V10, hein, on pourrait dire ça. C'est la V9. La V9 hein. Ouais. Moi je mets V10 carrément. Donc je suis avec Romain, Petit Lézard, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, il y a déjà quelques temps. Il y a longtemps. Longtemps. Alors pourquoi il est là? Pourquoi? Parce que c'est un gros joueur de 9e âge. Exactement. Voilà. Un gros joueur, très régulier. Régulier, avec de l'embonpoint. Ouais, un peu de c'est exactement, comme beaucoup de joueurs de 9e âge. Ah ouais. Et le principe, c'est que comme 9e âge, c'est le fils spirituel de Warhammer Battle V8, c'est-à-dire la dernière version qui a été arrêtée par Games Workshop. Là, ils ont décidé de faire plaisir à la communauté, hein, de rebondir sur le succès de certains jeux vidéo, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, vous avez, si vous êtes un des déçus d'Age of Sigmar et que vous avez joué à Warhammer Battle et que voilà, votre jeu a été tué par Games Workshop, là, il le ressuscite, donc c'est un peu de la nécromancie. Exactement. Et puis là, on va voir les règles, on va vous expliquer, alors sommairement un petit peu comment jouer. Normalement, une fois que vous avez vu cette vidéo, après, voilà, vous prenez votre livre d'armée, on va appeler ça comme ça, parce que c'est des fiches, des arcanas, des compendiums, peu importe le terme. Mais en tout cas, vous pourrez directement comprendre un petit peu ce que ça va donner. Et puis, vous aurez surtout une bonne vision de ce que c'est par rapport à... différentes, des gros points qui changent. Alors, pour ceux qui connaissaient la V8... Spoil pas tout de suite directement. Voilà. Il faut que les mecs aient jusqu'au bout de la vidéo. Il y a des changements, ils disaient que ce serait à cheval entre plusieurs versions, et c'est vraiment le cas. En gros, c'est V6, V7, V8 ouais, c'est ça. Et 9e âge. C'est pour ça que je dis le V10. Hein. Ouais, il y a des choses qui pourraient être piquées, il y a des idées qui ont été piquées à 9e âge, il y a des idées, des choses qui sont basées sur AOS aussi, où on retrouve notamment le système de magie. Ça, tu vas les faire les mecs. Donc il y a un peu basé sur 40 000. Il y a un mix d'un peu tout ce qui a été développé un peu partout dans leur jeu récemment. Alors, petite précision, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est que premièrement, ça se base pas sur des rumeurs, ça se base sur les vraies règles, parce que j'ai les vraies règles. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer dans l'état auquel je les ai reçues, parce que je les ai reçues dans un PDF, et j'ai pas le droit de vous montrer le PDF. Donc, si je reçois entre le moment où on est en train de tourner la vidéo et le moment où la vidéo elle sort sur internet, les bouquins physiques, je pourrais faire des captures et des choses comme ça. Mais malheureusement, sinon, j'ai pas le droit de faire de capture. Donc, hormis s'il y a quelque chose qui était sur Warhammer Community à voir, et c'est pas foufou. Donc, vous aurez pas de visuel en attendant, ou peut-être des visuels en attendant. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est important de noter aussi, c'est que, voilà, on a pris le temps de lire un petit peu les règles. Maintenant, évidemment, on n'a pas fait 50 parties. Donc, s'il y a des choses où on s'est trompé, ça va peut-être arriver, on les mettra en commentaire épinglé. Donc le premier commentaire de la vidéo qui sera épinglé, ce sera des correctifs, ou peut-être il n'y aura pas de correctifs, parce qu'on va être très bon. Donc concernant les socles, on n'est pas sur les bonnes dimensions. Le bloc de lancier par exemple, il va passer en 25, là il est en 20. Donc voilà, les socles vont changer, ça va être demandé du recyclage pour tout le monde. Voilà, mais vous avez de toute façon dans la fiche de l'unité le format standard, pour ceux qui se posent la question, parce que sinon ça sera un petit peu galère. Pendant cette review, on va suivre l'ensemble des phases dans l'ordre, de façon à aborder les points au fur et à mesure des phases. Phase de stratégie, elle commence par ce qu'on appelle le début de tour. Là, logique. Voilà, exactement, c'est logique. Donc là, il y a des effets, alors moi j'en ai pas vu, mais il y a des effets qui peuvent être déclenchés par certains personnages et ils vont se jouer à ce moment-là. Ensuite, on a la phase d'ordre. Toujours la même chose, il y a des effets qui vont être déclenchés par certains personnages qui se feront à ce moment-là, donc ce sera précisé dans la règle. Ensuite, on arrive au truc intéressant, ce qu'on appelle la phase de conjuration. Alors la phase de conjuration, c'est le premier moment où on a de la magie. On a un niveau de magie, donc là, imaginons qu'elle soit niveau 4, on a 4 niveaux. Les niveaux, ça représente la puissance d'un sorcier. Elle, admettons que ce soit une enchanteresse hyper balèze, elle connaît 4 sorts, et donc je vais prendre 4 dés que je vais lancer. Et ce sera les sorts que je connaîtrai. Là, en l'occurrence, j'ai fait des doubles, je relance, jusqu'à ce que j'ai... C'est bien les 4, hein. Ouais, c'est ça. Des sorts différents. Est-ce qu'il y a un sort typique que tu as toujours? Tout à fait. En fait, il y a un sort qu'on appelle signature, c'est-à-dire que sur n'importe quel sort obtenu aléatoirement, on peut en enlever un pour le remplacer. Remplacer par le sort signature. Donc tu as une garantie quand même si tu veux ce sort-là. Évidemment, c'est le plus intéressant du domaine, on imagine. Et ensuite, chaque sort va avoir un moment de lancement. Là, en l'occurrence, on est à la phase de stratégie. Et on lance à la phase de stratégie les malédictions et les enchantements. Donc il n'y a pas de phase de magie, mais ils vont se saupoudrer dans chacune des phases en fonction de leur effet. Exactement. Donc exemple, comment on lance maintenant un sort? Donc je vais prendre 2 dés que je vais lancer. Je vais ajouter à ces 2 dés le niveau de ma sorcière, là, en l'occurrence 4, donc mon résultat final sera de 7 plus 4, 11.
Et je devrais dépasser le seuil de lancement du sort, qui est donné dans la fiche de sort. Et en l'occurrence, il s'agit d'un sort à lancer à 10+. Donc à 11, je réussis mon lancement. D'accord. Il y a des critiques ou catastrophiques ou Alors exactement, il y a un critique. Donc un sort en double 6 ne peut pas être dissipé. D'accord. Et un sort en double 1 déclenche un effet catastrophique. Et on fait un jet, un fiasco, on appelle ça. Et on fait un jet sur le tableau des fiascos qui peut déclencher tout un tas de choses pas très agréables. Ok. Mon sort est passé. Maintenant, les sorciers adverses qui se trouvent à moins de 24 pas pour les sorciers de niveau 3 et 4 et 18 pas pour les sorciers de niveau 1 et 2 peuvent tenter de dissiper le sort. Tu peux le faire qu'une seule fois, j'imagine? Non, tu peux le faire à chaque sort. Oui, mais un sorcier, deux sorciers peuvent une seule dissipation pour toute l'armée. Donc une dissipation, soit à 24, soit à 18. Exactement. Voilà. On lance les 2 dés, on ajoute le niveau du sorcier. Il est bon, lui. Exactement. Et là, le sort est dissipé car il a fait plus. Alors, il faut faire plus. Si tu fais égal, le sort passe. Si tu fais égal, le sort est dissipé. Ok. Alors, ce qu'on note quand même, c'est qu'au final, c'est 2 dés contre simplement en fait, ton niveau. Donc, si tu es niveau 4 et que l'autre est niveau 4, au final, c'est celui qui fait le plus grand score sur 2 dés. Donc, il y a un côté, celui qui a le plus de chattes passe le sort. Un petit peu random. Du coup, c'est vrai qu'on va moins pouvoir contrôler en fait forcément ce sort en disant lui, je suis sûr de faire passer. C'est vrai qu'à 9e âge, par exemple, il y avait ce côté-là de booster vraiment certains sorts, etc. C'est ça. Là, tout va être un petit peu, assez homogène en fait. C'est ton sort capital, bah, tu vas pas avoir plus de chances de le passer qu'un sort un peu anecdotique. Exactement. Le seul truc, ça va être d'essayer de jouer avec la distance pour essayer de mettre son sorcier à plus de 24 d'un sorcier adverse, par exemple, pour éviter de se faire dissiper. 24, c'est beaucoup quand même. 24, c'est beaucoup. Et on reproduit ça autant de fois qu'on a de sorts. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi j'ai une malédiction, un enchantement. Eh ben, je vais pouvoir passer ma malédiction et mon enchantement. Les deux. Tenter de le passer chacun des deux. Okay. Voilà. Et ça pour chaque sorcier qu'on a sur la table. Donc un enchantement, c'est forcément quelque chose qui se lance sur une unité alliée. Donc c'est positif. Exactement, c'est positif. Et une malédiction, c'est quelque chose qui se lance sur une unité ennemie. Voilà, ça simplifie au niveau de la nomenclature, comme ça directement au niveau du sort. Vous savez qui ça va impacter sur le terrain. Et donc par défaut, les sorts ne peuvent pas être lancés sur des unités qui sont au corps à corps. Sauf si c'est indiqué dans les règles, ce qui est le cas en l'occurrence du sort que je viens de tenter de lancer. Ensuite on a la phase de ralliement. Et là c'est quelque chose qui est assez important, il y a un changement d'ordre. C'est que le ralliement maintenant se fait avant la charge, alors que dans les anciens battles ça se faisait après la charge. Et ça a des impacts stratégiques importants sur le jeu. Là en l'occurrence on va prendre l'exemple des cavaliers noirs qui sont en train de se barrer. Et donc à ce moment-là on peut essayer de les rallier. Pour cela on va faire un test de commandement, donc on va prendre 2 dés, on va les lancer. Et si on fait moins que le commandement de la figurine, dans ce cas-là, elle sera ralliée. Strictement moins ou moins ou égal? Moins ou égal. Moins ou égal. On peut les retourner et les replacer comme on le souhaite. Donc on peut faire une reformation. Là en l'occurrence ils sont en tirailleurs, donc la reformation elle est un peu plus libre. Un peu plus libre, voilà. Mais dans le cas d'unités plus classiques, on peut changer le nombre de rangs, les tirer de façon à l'allonger pour essayer de trouver une meilleure position. On va en profiter pour voir les différents types d'unités, enfin types de formation du coup, parce que là ça s'y prête bien. Les cavaliers noirs ont la règle spéciale tirailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de formation serrée. Donc les figurines ne sont pas socle à socle? Elles ne sont pas socle à socle, on peut les placer où on veut, les unes par rapport aux autres, du moment qu'on ait 1 pouce de cohérence entre chaque figurine. Donc on peut tout à fait faire une ligne ou les ramasser un peu plus, quoi. Elle peut bien sûr aussi être socle à socle si vous avez envie de passer sur Exactement, on fait ce qu'on veut avec les tirailleurs, globalement. C'est la fête. C'est la fête. Et elle bouge de manière à 360 degrés comme on l'a à 40K par exemple. Pour les formations serrées, on a essentiellement 2 formations. On en a une où là par exemple j'ai 20 lanciers, j'ai 5 rangs, 4 colonnes. Dans ce cas-là, elle est en formation de combat. Et quand on est en formation de combat, on a des bonus qui sont les bonus de rang. On verra ça au moment de la phase de combat. Et un bonus fixe de +1 à un résultat de combat. On a aussi une formation colonne de marche. Dans ce cas-là, l'unité est plus profonde que large. Elle peut tripler son mouvement quand elle fait une marche forcée. Ça, je trouve ça vachement bien. Ça, tu vois, ça c'est une petite nouveauté qui est vraiment agréable parce qu'on a plus de possibilités tactiques sur rien que la formation. On va réfléchir, est-ce que je veux vraiment bouger plus ou alors je reste en stack et par contre je vais combattre vraiment mieux. Donc ça, c'est pas mal.
Donc ça, c'était la première des 4 phases, c'est la phase de stratégie. Donc on fait de la magie si c'est le bon moment, mais vous en ferez un petit peu tout le temps. On a fait le ralliement, et là maintenant, on passe au mouvement. Donc la phase de mouvement commence par la phase de charge. Pour déclarer une charge... Mais elle est super cette raclette, tu l'as eu où? Ouh, mon petit laser. Et n'oubliez pas, vous avez un code promo IGTV chez Mon Petit Laser. Non mais c'est vraiment des accessoires de qualité. Et là en l'occurrence à Battle en plus, ça fait pardon, à All the All World, ça marche bien. Exactement, il a une super gamme de produits pour 9e âge et The Old World. Forcément pour The Old World ça marche bien. Exactement. Donc on a les conditions pour charger, c'est il faut être à portée de charge. Ça paraît bête à dire, mais en gros on est à portée de charge, donc on est à 6. Donc le D maximum, plus le mouvement de l'unité. En l'occurrence, cette unité a mouvement 5, donc elle peut charger théoriquement jusqu'à 11. Ensuite, pour charger, il faut voir l'unité qu'on veut charger. Donc ici, cette unité voit les gardes et le sorcier, mais ne voit pas le sorcier qui est de ce côté-là. Je lance 2d6. Je lance 2d6. Je lance 2d6. Et on va pas garder les deux. Et on garde le plus élevé. Ça c'est bien parce que ça fiabilise quand même un petit peu les choses. Exactement. Alors la grosse différence par rapport à 9e âge, ouais, c'est qu'on doit déclarer toutes ces charges en même temps. Oui. Donc avant de savoir ce qu'on va faire. Avant de savoir ce que l'adversaire va pouvoir faire en réaction. Comme réaction, et avant de savoir si on va effectivement réussir sa charge ou pas. Exactement. Et donc là par exemple, je vais déclarer cette charge sur cette unité, et cette unité sur celle-ci. Alors qu'elle vient de se rallier. Alors qu'elle vient de se rallier. Incroyable. Magnifique. On n'a pas le droit de le faire ça. Car une unité qu'on vient de rallier ne peut pas charger à ce tour-ci. Par contre, elle peut tirer. Et ça, c'est une petite nouveauté, il me semble. Donc quand tu t'es rallié, tu peux te repositionner, te reformer. Exactement. Comme tu veux, tu es libre. Par contre, pas de mouvement et que tir. Et que pas de charge. Tu peux tirer, tu peux pas charger. Est-ce qu'on peut faire de la magie? On peut faire de la magie après un ralliement, tout à fait. Alors on a changé un petit peu de figurines pour vous montrer justement d'autres choses. Et puis avoir des figurines qui puissent réagir. Parce que là, on avait des figurines qui ne pouvaient pas réagir. Écoute-moi bien, les gardes squelettes ne peuvent pas réagir. Exactement. Donc mauvais exemple, mais jolies figurines malgré tout. Voilà, donc on est passé sur des lézards, parce que les lézards peuvent faire des réactions. Eux vont déclarer une charge sur les caméléons qui sont ici, parce que actuellement, ils ne peuvent pas charger l'unité qui est derrière, puisque le passage est bloqué. On le verra. On prend la largeur de l'unité. Si en faisant une roue, on ne passe pas, on ne peut pas charger l'unité qui est derrière. Ok. Voilà. Donc cette unité va déclarer une charge dessus. Admettons, j'ai 3 choix là. J'ai le choix de tenir, donc je reste sur place et je prends le choc. J'ai le choix de fuir, dans ce cas-là, je me retourne et je m'en vais. Et j'ai le choix de tenir et tirer. Donc là, je reste sur place pour accueillir le choc, mais avant, je tire avec mes armes. Là, en l'occurrence, j'ai que 2 choix. Je ne peux pas tirer parce que je suis trop près de l'unité de lancier. C'est quoi la portée, Nico? En fait, il faut être à plus du mouvement initial de l'unité qui charge. C'est-à-dire que si elle bouge à 5, il faut que je sois à plus de 5. À plus de 5 pour pouvoir tirer. D'accord, donc ça va pas être tout le temps quoi. Exactement. Je décide de fuir. Là, il va se passer 2 choses. Déjà, on va prendre le centre de cette unité-là et le centre de cette unité-là pour la faire partir. Une fois qu'on a tourné l'unité, on va lancer 2 dés et on va faire parcourir le résultat des 2 dés à l'unité. Bon, cette unité-là, du coup, elle se trouve un petit peu dans le vent, donc est-ce qu'elle peut quand même, malgré tout, tenter sa chance? Oui, en réussissant un test de commandement. Si elle réussit le test de commandement, dans ce cas-là, elle peut charger une nouvelle unité à portée de charge. Mais comme on est à un moment où toutes les réactions ont été déterminées, cette unité ne peut pas réagir, donc elle doit rester sur place. Donc ça peut être un petit peu l'arnaque, hein, parce que tu penses arnaquer le gars en disant non, je vais reculer ta charge dans le vent, sauf que si tu as une autre unité derrière, c'est elle qui va se retrouver arnaquée parce qu'au final, elle n'aura pas droit à sa réaction. Exactement. Là, on a de la cavalerie, donc la cavalerie a le droit à un dé supplémentaire. Donc elle va lancer ses 2 D6, sélectionner le plus haut. Plus après un autre dé. Plus prendre le dé bonus et rajouter la valeur du dé à sa valeur de mouvement. Donc là, en l'occurrence, elle bougera de 9, plus 9. Okay. Donc à noter que du coup, la cavalerie va vraiment beaucoup plus loin que l'infanterie. Alors cette règle, c'est la règle rapide. On va la retrouver sur pas mal de choses. La méduse là, par exemple. Mais c'est quelque chose qui fait que les pavés d'infanterie vont avoir du mal à charger. Et c'est quelque chose de très important vu la nature des combats dans ce jeu. Maintenant, je vais aligner les figurines. Donc il y a 4 règles pour
aligner des figurines lors d'une charge. On doit maximiser le nombre de figurines de contact. L'objectif, c'est que le plus de monde possible puisse taper. Ensuite, on doit passer par le chemin le plus court si possible, le plus droit possible, et il faut être sûr de pouvoir aligner les figurines. On aura une seule roue, donc cette unité-là va venir comme ceci et s'aligner sur l'unité de Raptor. Donc une roue, on doit faire pivoter l'unité sur un de ses coins avant, et on mesure la distance parcourue par la figurine avant qui a fait le chemin le plus long. Donc là, vous noterez bien sûr qu'on a échangé les unités, mais comme celle-ci, elle a un socle magnétique, et bien, en fait, c'est beaucoup plus facile. Et les socles de mouvement, forcément, pour des unités de 20 figurines, Exactement. les bouger un par un, vous verrez que vous le ferez une fois, mais jamais deux fois. Donc, Games va vendre, évidemment, des socles modulables, et puis vous avez aussi des solutions qui existent. Mon petit laser. Ah oui, tiens, par exemple. Voilà. Mais là, du coup, on a changé pour gagner un petit peu en facilité de mouvement. Donc là, on va prendre l'unité, on va la faire pivoter une fois, pour venir impacter le coin de l'unité. Et à partir de là, le mouvement qui est comme ça est gratuit. Ensuite, concernant les tirailleurs, eux, ils ont une règle spéciale qui fait qu'ils s'alignent lorsqu'ils chargent. Donc je vais prendre la figurine la plus proche, je vais venir la mettre en contact. Et ensuite, je vais venir ramener les autres. Alors il faut faire en sorte que tout le monde soit... Et je vais venir former des rangs. Par contre, aucune figurine peut parcourir plus de distance que ce qu'elle a obtenu lors de sa charge. Non, il n'y a pas de notion comme ça. Il n'y a pas de notion. Il n'y a pas de notion, on aligne. Tu peux, c'est-à-dire que même si techniquement lui il a fait plus que sa distance de charge, il peut quand même venir se coller. Exactement. Ok. Et c'est la même chose avec ça. Il suffit que la distance soit faite par les dés, et après, tous les mouvements sont entre guillemets gratuits. Ok. Petite précision, tant qu'on est dans la phase de charge sur la fuite, une unité ne peut fuir qu'une seule fois par tour. Pourquoi je le précise? Parce qu'avant, on pouvait pousser une unité plusieurs fois. C'est-à-dire que elle fuit, une autre unité décide via une redirection de la poursuivre, elle continuait. Là, aujourd'hui, c'est fini, elle peut ne fuir qu'une seule fois. Donc, de fait, là, mes squigs qui sont en fuite, si jamais j'avais une unité qui était ici, si elle était à distance de charge de l'unité de squig, sachant bien sûr que j'allais commencer par ici et que peut-être sans doute allait fuir, je peux dire, cette unité-là va charger les squigs, celle-ci va chercher les squigs, et puis, enfin les skinks, pardon. Les skinks. Pardon. Mais je suis en genre, hein, donc au vert, là. Donc au final, là, tu t'enfuis. Par contre, ici, là, ma charge, elle est encore valide. Elle est encore valide. Je l'ai annoncé. Oui. Et donc, du coup, je peux le faire. Et comme tu n'as pas de deuxième réaction, là, c'est pim. Une fois les charges effectuées, on passe à la phase des mouvements obligatoires. Donc, on a essentiellement deux, qui sont les mouvements aléatoires. Donc, des unités qui se... les fanatiques. Exactement, les fanatiques. Un certain nombre d'unités qui se déplacent de manière aléatoire. Et la première d'entre eux, les fuites. Donc, cette méduse est en train de fuir. Donc là, elle ne s'est pas ralliée à la phase de stratégie. Donc là, elle se continue à se casser en ligne droite. Donc de 5 pouces, là, on lance 2 dés et elle part de la valeur des 2 dés. Bon, une fois qu'on a fait les mouvements obligatoires, phase de mouvement classique, donc là vous bougez avec toutes vos unités suivant leur valeur de mouvement. Voilà, évidemment, une unité qui a été en fuite, elle ne va pas pouvoir rebouger à ce tour-là, effectivement. Ceux qui sont déjà en charge, bah, ils n'ont pas de mouvement. C'est le moment où on utilise également les sorts de mouvement. Donc pendant la phase de mouvement, à l'étape de mouvement classique, c'est là où on fait tous les sorts de mouvement. C'est pas mal de simplifier comme ça, hein, parce que ça évite que chaque sort, on se pose la question, est-ce que c'est avant la fuite, avant le mouvement obligatoire, etc. Et c'est lié au mot-clé, hein, c'est vraiment lié au mot-clé. Dans l'occurrence, je ne sais pas comment ils vont le traduire en français, mais moi je l'ai traduit par transport. Donc, ce sera les sorts de transport, qui se lanceront à la phase de mouvement. Donc dans cette phase de mouvement, en fait, vous avez 6 possibilités, 6 types de manœuvres qui sont définis dans le livre de règles. Donc la première, la plus simple, c'est vous avez une valeur, là en l'occurrence de 4, vous avancez en ligne droite de 4. Donc vous pouvez utiliser justement comme ça un outil, vous faites glisser, et voilà. Donc vous n'avez pas le droit de faire de translation sur le côté comme ça. Il faut aller en ligne droite. Par contre, bien sûr, vous avez le droit de faire des roues. Donc les roues, comme d'habitude, vous prenez un des coins qui ne va pas bouger. On va prendre en l'occurrence celui-ci, puis après vous essayez de mesurer. Là, voilà, si je veux aller à peu près par là, là j'ai fait 1, 2, et bien sûr, je retranche 2 à mon mouvement. Donc si j'avais 4, du coup là, il me reste, là j'ai fait 2, donc il me reste encore 2 pour avancer. Sachant que vous avez aussi, deuxième type de manœuvre, la marche forcée. Alors on va aller beaucoup plus vite. La marche forcée, on double le mouvement. Voilà. Et on fait autant de roues qu'on veut, de toute façon, dans le mouvement. Et nouveauté, si on est en formation colonne en marche, voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez plus de profondeur que de largeur. Dans ce cas-là, on triple le mouvement.
Allez, Games Workshop ne recule devant rien, il triple le mouvement. Donc bien sûr, vous avez le droit de faire autant de roues que vous voulez. Donc par exemple, si vous avez un régiment invité, vous pouvez imaginer qu'on avance de 2, on fait une roue de 2, on avance de 4, on fait une roue de 2, et puis après, tac, tac, on avance. Exactement. Voilà. Donc autre possibilité aussi, c'est de faire des tours sur place. Alors c'est quoi un tour sur place? C'est quand vous ne bougez pas en fait votre régiment, mais vous bougez chaque figurine individuellement d'un quart de tour à gauche, ou à droite, bien sûr. On peut le faire 2 fois. Et à chaque fois que vous faites un petit quart de tour comme ça, vous consommez un quart de votre mouvement. C'est assez logique. Et puis, bien sûr, si je fais un 180 degrés, voilà, je retourne toutes les figurines, je viens toujours mettre l'état-major devant. Il faut toujours que ce soit le premier rang. Et si vous avez des persos, c'est pareil. Exactement. Après, vous vous en doutez, on peut aussi reculer en gardant son orientation. Et là, on va simplement diviser par 2 son mouvement. Donc si j'ai, en l'occurrence, 5, et ben voilà, je divise par 2. Donc ça fait 2,5 tout simplement. On recule. Tac. Après, on a le pas de côté. Le pas de côté. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire de translation sur le côté. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois 2 types de manœuvres bien différentes. On va en ligne droite. Là, en l'occurrence, Voilà. c'est 2 manœuvres où on va en ligne droite. C'est un jeu orthogonal. Exactement. C'est important. On aime les perpendiculaires. Voilà, on bouge sur une grille pixelisée. Donc après, on a redressé les rangs. Redresser les rangs, on augmente le nombre de colonnes de l'unité. Autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Voilà. Et dans ce cas-là, par exemple, là, je fais une ligne et j'ai consommé la moitié de mon mouvement. Et je peux continuer, je peux avancer après. Donc c'est pas un sacrifice total, mais voilà. Tout à Et puis bien sûr, si vous avez des figurines qui sont comme ça laissées au centre, après vous les laissez soit à gauche, soit à droite. Voilà, pour que la formation fasse toujours une pièce de Tetris. Hein, Exactement, ouais. Voilà. 5e manœuvre, bah, c'est l'inverse. Je peux prendre des figurines et diminuer Voilà. le nombre de colonnes. Au final, c'est un peu la même chose. Hein, Et je perds toujours la moitié voilà. de mon mouvement. Donc c'est-à-dire que dans le même tour, tu peux et te mettre en largeur et après revenir, Ouais. et puis comme ça, tu as sacrifié tout ton mouvement. Exactement, Ça, c'est malin. c'est ça. magnifique. Et donc on arrive sur la 6e manœuvre, qui est exactement ça. C'est-à-dire que là, on peut se reformer, donc on peut réarranger l'unité comme on veut. Donc l'orientation. L'orientation, la pivoter, changer le nombre de figurines. On le fait sans jamais changer le centre de l'unité. C'est ça, oui. Et après, on peut la pivoter comme on veut. On peut changer l'emplacement du champion, ce qu'on ne peut pas faire sinon. Alors, c'est pas noté dans les manœuvres, étonnamment. Ce qu'ils appellent le pivot. Donc, ils précisent que c'est lié à certaines règles que je n'ai pas vues. Donc, le pivot consiste à simplement tourner l'unité sur son centre. Réaxer l'unité sur son centre. Okay, donc on peut imaginer que c'est peut-être une règle spéciale. Je pense que c'est une règle qui doit concerner essentiellement ces figurines-là. Les figurines solitaires. Ouais. Qui, elles, n'ayant pas de rang, ne peuvent pas se reformer et donc font des pivots sur leur centre. Un truc à préciser, c'est qu'à la fin d'un mouvement, les unités qui ne sont pas en corps à corps doivent avoir 1 pouce d'écart entre elles. À n'importe quel moment du mouvement, on peut passer à moins d'1 pouce. Par contre, il faut pouvoir finir le mouvement à plus d'1 pouce. Ok. Donc maintenant qu'on a vu exactement comment bouger les manœuvres, la charge, on verra comment on se bat au corps à corps tout à l'heure. Là, on va faire maintenant la phase de tir. Alors comment ça fonctionne? Alors la phase de tir, elle a 2 principes. C'est qu'on choisit une unité qui va tirer ou qui va lancer un projectile magique. Ouais, parce que vous vous rappelez qu'à chaque fois la magie, elle va intervenir dans les différentes étapes. Et si vous avez un projet, ça s'appelle comment? Un projectile magique, voilà. Ouais. Et bien ça va être un tir, tout simplement. Donc on va choisir l'unité et on va la faire tirer ou lancer son sort. Donc là, dans le cas présent, on a des arbalétriers qui vont essayer de tirer sur ces sang-froid. Donc dans le cas d'un tir, seul le premier rang va tirer. Sauf règle spéciale, les arcs par exemple ont une règle qui leur permet de tirer avec tout le monde si l'unité n'a pas bougé. Mais de base, seul le premier rang tire. Donc on va compter le nombre de figurines pouvant tirer. Et avant de tirer, on va déterminer qui voit quoi dans l'unité. On se baisse pour voir par les yeux de la figurine et voir ce qu'elle peut voir. Si la figurine peut voir entièrement sa cible, dans ce cas-là, il n'y a pas de couvert, elle peut tirer sans malus. En revanche, s'il y a un obstacle entre ses yeux et la figurine, donc si elle ne la voit pas entièrement, dans ce cas, un malus va s'appliquer. Mais elle peut quand même tirer. Mais elle peut quand même tirer. Tout à fait. Je vais utiliser un petit laser. On peut voir que ces unités-là peuvent... C'est pas une pub encore déguisée pour mon petit laser. Hein. C'est pas...
quand même. Parce que ça va se voir. Moi, je dis que ça va se voir. À force. Ouais. Donc pour vérifier la ligne de vue et le couvert, il faut que le tireur voit au moins la moitié des figurines de l'unité cible. On a ces deux-là qui n'ont pas de couvert et le reste du rang. Donc on va qui a faire un des jets couvert. séparés entre On va faire ceux des jets. qui ont ligne 100% dégagée et ceux qui ont ligne obstruée. Exactement, parce qu'ils n'auront pas la même, Le même jet de le fer. même jet à faire. Donc la capacité de tir, vous connaissez, c'est un retour à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que vous n'avez pas directement dans votre CT le jet à faire avec un dé, mais il faut faire une petite opération mathématique, typiquement c'est 7 moins la valeur pour vous donner déjà le jet. Donc si par exemple vous avez une CT de 3, 4, enfin 7 moins 3, ça fait 4, donc c'est sur un 4+. À noter que ça peut aller au-delà, bien sûr, de 7. Là, vous dites, mais comment on fait? Eh bien, en fait, à chaque fois, alors, suivant le barème, vous allez avoir droit à une relance, en fait. Donc, dès que vous êtes à 2+, il n'y a pas de touche automatique. Il n'y aura jamais de, sur un 1, je réussis. Par contre, c'est sur un 2. Et après, en fonction de votre valeur, vous avez une relance de disponible. Alors, dans le cas ci présent, on va avoir donc le premier rang qui tire. Alors, la règle spéciale, ils ont chacun 2 tirs. Donc, ça, c'est un bonus, évidemment, parce qu'on va faire plus de tirs. Malheureusement, quand on a la règle tir multiple et qu'on va faire plusieurs tirs, on a un -1 sur son jet pour toucher. Donc c'est la contrepartie d'avoir une attaque en plus. Donc ça va se cumuler tous ces marqueurs-là, enfin tous ces malus, tout à fait. Deuxième chose, c'est vérifier bien sûr la portée. Donc là, en l'occurrence, l'arbalète a une portée de 18 pouces. Là, on est à portée. Maintenant, il faut vérifier aussi si on est à mi-portée ou pas. Si vous êtes à plus de la moitié, c'est le cas, eh bien vous avez de nouveau un malus. Donc là, ça fait 2 points de malus. Et le troisième malus, c'est que comme l'unité est à couvert, vu que vous passez à travers l'unité et que vous ne voyez pas 100% de la figurine, eh bien vous avez de nouveau un malus. Donc ça fait -3 sur votre tir. Bien sûr, il faut les séparer, c'est-à-dire que les deux qui ont pleine vue, eux, ne vont avoir que -2, enfin que -2, Ouais, que et eux vont avoir -3. Donc vous faites bien donc 6 x 2, parce qu'ils ont 2 tirs, donc 12 tirs à -3 et 4 tirs à -2. Ça fait beaucoup de tirs, mais ça fait beaucoup de malus. Exactement. Donc on triche, on vous épargne les jets de dés pour que ça aille plus vite. Donc on a eu 2 touches à 6, 3 touches à 5+, ils étaient très chanceux, ce qui nous fait un total de 5 touches. Maintenant, on est un jeu Games Workshop un petit peu à l'ancienne, dit All World, il porte dans son nom, donc c'est le jet pour toucher, après le jet pour blesser. Donc on va regarder bien sûr la force de votre arme, qu'on va comparer à l'endurance de la cible, et puis comme d'habitude vous avez un tableau croisé qui va vous donner un jet de blessure. Après pour ceux qui ont déjà joué à Warhammer 40 000, eh bien, vous allez aussi reconnaître des choses parce que vous avez une pénétration d'armure maintenant, ou un rend pour AOS, donc vous avez votre arme qui va dégrader la sauvegarde de la cible. Donc là, si on imagine que l'arbalète, allez, imaginons, elle a PA-1, PA1, donc ça veut dire que la sauvegarde va être dégradée. Si on imagine que les sang-froid ont une armure A3+, eh bien, ça fait 4 pour sauver. Évidemment, si vous faites au-dessus, enfin, si vous faites 4 ou plus, vous réussissez à sauvegarder. Si vous faites moins, vous perdez 1 point de vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on subit des pertes au tir? Donc là, imaginons, on a enlevé l'unité, ils sont à courte portée, ils ont fait beaucoup plus de dommages. Donc si là, on a une unité qui a 5 figurines, si on perd qu'une seule figurine, rien ne se passe, pas de test. Exactement. Maintenant, si on perd 2 figurines, ça correspond techniquement à 25%. À partir du moment où on a perdu 25%, là, on va faire un test de commandement. S'il est réussi, pas de souci. Par contre, si on le rate, là, on se fait demi-tour et on avance d'une valeur de 1d6 simplement et on se rallie automatiquement au tour prochain. Donc ça, c'est la fuite en bon ordre. Voilà. C'est valable dans le cas où les effectifs de l'unité sont encore supérieurs à 50% des modèles initiaux. Là, en l'occurrence, j'avais 5 modèles initiaux, j'en ai perdu 2, donc il m'en reste 3, c'est plus de 50% de l'unité. Et donc là, s'ils ratent, ils vont simplement reculer, puis se rallier automatiquement le tour d'après. Donc si par contre, là, il nous reste, donc si on a plus de 50% de pertes dans cette phase-là, toujours un test de commandement, donc on peut toujours le réussir. Par contre, s'il est raté, c'est pire qu'avant, parce que là, vous vous retournez et vous fuyez de 2d6, donc vous allez potentiellement aller plus loin, et après, vous n'allez pas vous rallier automatiquement, il faudra refaire un test. Il faudra refaire un test, et qui sera d'ailleurs très difficile, parce que quand on perd plus de 50% des figurines d'unité, un test de ralliement s'effectue sur un double 1 uniquement. Donc c'est mal barré. Maintenant, cas de figure où le test est raté. Donc l'unité va tourner les talons et s'enfuir. Pour savoir dans quelle direction elle part, on prend le centre de cette unité et le centre de l'unité qui est tirée. On trace une ligne imaginaire entre les deux, on retourne les figurines de façon à se mettre perpendiculaire à cette ligne. Parallèle. Parallèle à cette ligne. On lance 2 dés
et ça va nous donner la distance sur laquelle l'unité va fuir. Donc bien sûr, vous vous arrêtez s'il y a un décor infranchissable. Par Tout à contre, fait. si on touche le bord de table, C'est destruction immédiate. Petite précision, si on traverse une unité ennemie, dans ce cas, on jette un dé par figurine. Pour chaque 1, 2, 3, on enlève la figurine qui a raté son jet. Autre cas de figure, si une unité en fuite traverse une unité amie, celle-ci fait également un test de panique. ça peut être chaud ça. Hein. Ça peut être chaud. Et si elle le rate, elle devra s'enfuir à l'opposé de l'unité ennemie la plus proche. Si 2 unités ennemies sont à la même distance, dans ce cas-là, elle s'enfuit à l'opposé de l'unité qui a la puissance d'unité la plus importante. Mais qu'est-ce que c'est la puissance d'unité, Jamy? La puissance d'unité, c'est la puissance intrinsèque de l'unité. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de figurines. Donc là, j'ai 20 figurines qui ont une puissance d'unité chacune de 1. Donc j'aurai une puissance d'unité de 20. Donc la puissance d'unité, on a des tableaux qui vont par type de troupe nous dire quelle est la puissance d'unité. Par exemple, pour la cavalerie, c'est 2. Pour une méduse qui est ici, on est à 3, puisque c'est une créature monstrueuse. Pour un monstre, c'est le nombre de points de vie initial du monstre. Donc si le monstre a 6 points de vie, il a une puissance d'unité de 6. C'est là aussi on voit que le moral est une composante vraiment importante hein, de The Old World et que ça a une valeur importante. Et rater un test de morale, ça a vraiment des grosses conséquences. Oui, parce que ça permet d'enfoncer toute une zone. Et souvent, on va jouer avec des bords de table et des unités entières peuvent se faire balayer juste en ratant le test. Ouais. Alors pour le ciblage des personnages, on peut tout à fait leur envoyer une petite boule de feu, un trait magique de l'arbalète, à condition qu'ils soient à plus de 3 pouces d'unité. Maintenant, s'ils sont à 3 pouces d'unité, eh bien on peut malgré tout le faire, mais à une seule condition, c'est que ce soit la cible la plus proche. Donc là en l'occurrence, on peut tirer sur le petit Gandalf, mais par contre le nécromancien ici va pas pouvoir être ciblé. Alors, Old World, c'est le retour des gabarits. Le retour des gabarits, Voilà. ça fait très Et plaisir. du dé de dispersion, donc on va pas toujours utiliser le dé de dispersion. Il y a des sorts, en fait, par exemple, qui vont utiliser le gabarit, mais sans dévier. Donc ça, c'est assez puissant. Vas-y, montre-nous, fais-nous rêver, là. Ouais. Cette sorcière va essayer de lancer un projectile magique qui a un gabarit comme rayon d'action. Donc elle va viser une unité, lancer le sort, elle le réussit. On va venir placer le gabarit au-dessus de l'unité et compter. Donc là, et compter le nombre de figurines. C'est dur avec la période dessus, hein, Ouais. Vas-y, compte. Et compter le nombre de figurines qui sont recouvertes par le gabarit. Donc l'avantage, c'est que quand ça dévie pas, vous pouvez choisir hein, où vous posez vos figurines. Donc soit la figurine est recouverte 100% de son socle, auquel cas elle sera touchée automatiquement, soit elle est partiellement recouverte, auquel cas c'est uniquement sur un 4+. Une fois que vous avez déterminé le nombre de touches, comme d'habitude, on regarde la force du bolt, et puis, du bolt de l'arme, quoi qu'il tire, et contre l'endurance à nouveau, et puis toujours pareil, le jet pour blesser, et après le jet de sauvegarde. Le jet de sauvegarde. Deuxième sort qu'on peut lancer à la phase de tir, c'est le vortex. Un vortex, c'est un gabarit circulaire, d'une taille définie dans la règle. On va poser son centre à la distance maximum indiquée par le sort, et il va rester en place. Certains vortex bougent, d'autres ne bougent pas, mais il bougera à la phase de mouvement, lors des mouvements obligatoires, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc il bougera dans la direction du dé de déviation d'un des 6. Et ça donnera la distance parcourue. Certaines fois, ça peut être 2d6, c'est indiqué dans la fiche de profil. Ça va dépendre en fait du profil du sort. Exactement. Certains vortex bougent, d'autres ne bougent pas, et le mouvement est indiqué dans le profil du sort. Donc le dé de dispersion il va aussi servir quand vous avez des armes à gabarit mais qui vont dévier. Donc de l'artillerie, on peut imaginer, on va regarder, on a parlé de tous les profils de toutes les armes. Mais là, vous choisissez un emplacement pour votre gabarit, comme d'habitude. Vous lancez le dé de dispersion. Si vous faites la flèche, vous allez dans la direction de la flèche du nombre de pouces indiqué. Et puis si vous faites le hit magique, et bien là, par contre, ça ne bouge pas. Comme on a pu avoir l'habitude depuis quelques temps pour les anciens. Donc après, on va pas vous détailler toutes les règles spéciales de toutes les armes, mais par exemple, là, les blasts peuvent provoquer des tests de panique, c'est des règles comme ça qui sont assujetties. Donc, regardez bien à chaque fois chaque règle spéciale de votre arme pour savoir les petits bénéfices que vous allez avoir ou les petits malus que vous allez pouvoir avoir. Donc maintenant, phase de corps à corps, donc ça va être la phase sans doute la plus importante dans le jeu.
Et c'est toujours donc le joueur actif qui va déterminer dans quel ordre on va résoudre tous les combats. Dans chaque combat, on va déterminer quelle unité tape en premier. Donc pour savoir qui va frapper en premier, on utilise la valeur d'initiative des figurines en contact, auquel on va ajouter 1 pour chaque pas parcouru lors de la charge. Donc jusqu'à un maximum de 3. Bon. Quand on charge de 6, on a un bonus de plus 3 à son initiative. Donc là, des elfes qui ont une initiative de 5 de base ont chargé, elles ont fait plus de 3, elles ont 8 d'initiative. Peuvent frapper les figurines qui sont dans le rang combattant. Le rang combattant, c'est le premier rang. Quelle que soit la largeur, c'est-à-dire que même là, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a fait, même si on dépasse largement, imaginez qu'on a un truc qui fait presque toute la table, tout le monde dans le premier rang va frapper. Exactement, il n'y a pas besoin d'être en contact socle à socle pour frapper. Ce qui était le cas dans toutes les autres versions. Alors maintenant, au sein du corps à corps, faites attention parce qu'on peut avoir des personnages aussi, les personnages toujours les mettre au premier rang, et on va regarder leur valeur d'initiative à eux. Là, en l'occurrence, le seigneur a une meilleure valeur d'initiative, donc tout simplement, après c'est assez classique, vous regardez son nombre d'attaques, ensuite vous regardez sa CC, vous la comparez à celle de l'adversaire. Là aussi, il n'y a pas un seul jet de dés, peu importe ce sur quoi vous tapez, mais là on retrouve en fait l'essence même, à savoir de vous allez regarder votre valeur de combat par rapport à celle de l'adversaire, et forcément des fois ça va être plus simple, donc vous allez avoir un meilleur jet de dés, et des fois ça va être plus compliqué, il va y avoir un petit peu match, donc ça va être moins facile de toucher. Là en l'occurrence, le boss là, il a une bonne valeur, il a une CC de 6. CC de 6 qu'on va comparer à la CC des squelettes qui doit être de 3, voilà. Donc après on est sur un jet classique. On touche, on blesse en fonction de la force de l'arme, et on fait les sauvegardes en fonction de l'AP et de l'armure, comme on l'a vu pour le tir. Donc là, si on imagine que le seigneur, il a enlevé 4 squelettes, donc on va les enlever au fond, on les enlève toujours dans les derniers rangs. Malgré tout, ça va changer pas mal de choses parce que quand les squelettes vont répliquer, donc on regarde combien il y a de figurines au premier rang. Là, en l'occurrence, il y a 9 colonnes, donc 9 figurines qui peuvent frapper. Mais comme il y en a 4 qui sont morts, bah, ceux qui sont morts, c'est ceux qui étaient devant. Donc même si physiquement, on n'enlève pas les figurines qui sont devant, on va quand même les compter comme des pertes. Donc on a 9 moins le nombre de pertes et ça fait plus que 5 figurines qui peuvent frapper. Ça peut être vraiment important et impactant parce que même si vous avez encore beaucoup de figurines, si par exemple vous avez un petit rang de 5 figurines et que 5 figurines meurt, et bien même si vous avez un pavé de 20 qui fait 5 par 4, on imagine, aucune de vos figurines ne va frapper. Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique, ça nous rappelle la V6, avec ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, ça à vous de voir après si ça vous plaît ou pas, mais c'est vrai que vous allez vous retrouver dans des situations où vous avez encore des figurines qui sont engagées, mais dans les faits, bah, tout le premier rang s'est fait dégommer, donc vous n'allez pas avoir de réplique. Donc concernant les personnages, comment on fait pour taper sur un personnage dans un corps à corps? En fait, on peut taper sur un personnage avec les figurines qui sont en contact avec le personnage. Donc là, il y a par exemple 3 figurines en contact avec le personnage, donc on peut allouer 3 attaques sur le personnage pour essayer de le blesser. C'est un choix volontaire? Enfin, je veux dire, est-ce que tu peux dire je tape dans la masse? Ouais, tu peux dire je tape même dans la si masse. Tu touches le... Exactement. Ouais. Autre point important lors d'un corps à corps pour un personnage, c'est que le personnage est toujours dans le rang combattant. C'est que même si on est chargé de flanc ou de dos et donc le personnage n'est pas au contact, on peut le déplacer et le mettre et on doit le déplacer, et le mettre au contact du rang combattant. Donc là, par exemple, j'ai 2 personnages. Si j'étais chargé de dos, les 2 devraient faire le mouvement vers le rang combattant. Pardon, je Exactement. Je veux mourir. C'est des personnages courageux. Toujours en avant. Même les sorciers. Ouais. Donc maintenant, on a fait une situation typique. Donc voilà, 4 squelettes sont morts, 3 lanciers sont morts. On va regarder qui gagne le combat. Alors comment on compte ça? Alors, on compte les pertes d'abord. Donc là, actuellement, on est à 4 contre 3 pour les elfes contre 3. Ensuite, on va ajouter les bonus de rang et les bonus de combat pour les unités qui sont en formation de combat. Donc les formations de combat, c'est ce qu'on a vu avant. C'est plus large que profonde. Exactement. Et donc là, on aura 1 de bonus de base. Donc là, les 2 unités ont 1. Et on aura 1 pour chaque rang supplémentaire après le premier. Mais complet. Alors précision, un rang complet, c'est à partir du moment où vous avez au moins 5 figurines. Donc là, par exemple, chez les squelettes, si on a un rang de 8 figurines, alors il n'est pas complet parce que ça ne fait pas 9 par rapport au régiment, mais on considère que pour l'infanterie, en l'occurrence, il faut un minimum de 5 figurines pour que le socle soit considéré comme, pour que le rang soit considéré comme étant complet. Il y a un maximum possible en fonction du type d'unité. L'infanterie, on peut aller jusqu'à plus 2 de bonus de rang maximum. Donc, si on a 3 rangs, on n'aura que plus 2 en bonus. Donc dans cette situation-là, on a égalité, c'est-à-dire qu'on a plus 1
pour la formation, plus 1 parce que chacune des unités a un rang supplémentaire, donc ça s'annule. On compte les bannières. Là, on a une bannière de chaque côté. Chaque bannière, une bannière apporte plus 1 à un corps à corps. Ça ne se stack pas. Si on a 2 unités dans un corps à corps et qu'il y a 2 bannières, un seul point est compté. Donc là, les squelettes ont perdu, donc imaginons, on va faire un test de commandement, ça c'est pour l'explication, parce que maintenant après en termes de jeu, les squelettes sont utilisés. Mais là, pour vous expliquer comment ça se passe, on va avoir ma valeur de commandement naturelle qui est de 8. Maintenant, ma valeur modifiée, elle va intervenir dans le jet, c'est l'écart justement entre le vainqueur et la défaite. Donc là, on a vu que avec tous les malus qu'on a calculés juste avant, j'ai moins 1. Donc ma valeur modifiée est de 7. Donc je fais mon test de commandement. Si je fais plus que 8, donc je vais m'enfuir. M'enfuir, je me retourne et je jette 2d6 pour retourner le plus loin. Donc là, c'est la désorganisation la plus totale. Maintenant, il y a un palier intermédiaire, c'est si je fais entre 8 et 7, c'est-à-dire entre ma valeur naturelle et ma valeur modifiée. Là, c'est une fuite en bon ordre. Donc, je me retourne, je recule d'un seul des 6 et je me rallierai automatiquement au tour prochain. Et dernière possibilité, je réussis à être à égal ou en dessous ma valeur modifiée. Donc là, en l'occurrence, le 7. Auquel cas, je vais juste reculer de 2 pouces, mais sans changer mon orientation. Mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir reculer, soit de façon complètement désorganisée, donc je me retourne 2d6 et je suis en fuite, ça c'est si j'ai fait plus que ma valeur naturelle de 8, soit je recule, je me retourne et j'avance que de 1d6, mais je me rallierai automatiquement, ça c'est si vous avez fait plus que la valeur modifiée, d'accord? Et si vous avez réussi à faire votre test de commandement avec la valeur modifié, là c'est simplement vous reculer de 2 pouces. Voilà, c'était clair, mais c'est vrai que c'est une partie qui change beaucoup de choses, qu'il faudra avoir en tête, mais je pense qu'en pratiquant après, voilà, ça va rentrer tout seul. C'est une vraie nouveauté, parce qu'avant on avait 2 positions, c'est soit on restait, soit on fuyait, il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc là, on va passer aux réactions du gagnant, c'est-à-dire que quand une unité fuit, on va faire comme d'habitude, on va lancer aussi 2d6, et si on fait un jet supérieur à celui de l'unité qui vient de fuir, on la rattrape et on la détruit. Donc attention, parce que ça c'est valable que si vous avez vraiment raté votre test de commandement naturel. Donc vous êtes en fuite à 2d6, là on peut vous rattraper et vous exterminer. Par contre, si vous êtes simplement en fuite d'un seul d6, donc là, que peut faire l'unité attaquante? L'unité attaquante peut également poursuivre, mais si elle touche de nouveau, on rentre dans un nouveau combat, et dans ce cas-là, elle comptera comme ayant chargé le tour suivant. Donc c'est pas directement dans ce tour-là qu'on refait le combat, exactement, mais au tour prochain. Et dans le cas où on a tenir le terrain, dans ce cas-là, l'unité peut choisir automatiquement de revenir contacter. Dans ce cas-là, on aura un nouveau corps à corps, mais cette fois, sans aucun bonus. À noter que vous n'êtes pas obligé de poursuivre avec cette unité-là, vous pouvez aussi simplement faire une reformation, auquel cas vous allez mieux vous placer en vous disant que de toute façon l'unité qui a fui, quelqu'un d'autre va s'en occuper, ou alors peu importe, hein, elle va fuir jusqu'à la fin de la partie. Maintenant, on va parler un tout petit peu des corps à corps multiples. Donc, juste pour déterminer dans quel sens on fuit à l'opposé de l'unité qui a la plus grande PU, puissance d'unité. Donc là, en l'occurrence, si cette unité doit fuir, elle fuira à l'opposé de cette unité, puisque c'est elle qui a la plus grande puissance d'unité. Dans le cadre de tenir le terrain, qu'on est engagé par 2 unités à la fois, on va partir en diagonale par rapport aux 2 unités. Peu importe la PU de chaque unité. Donc là, je suis engagé ici et ici. Cette unité va reculer de 2 pouces en diagonale. Donc voilà, vous avez vu un petit peu toutes les phases. Alors bien sûr, on n'est pas rentré dans le détail, mais on a un bouquin qui fait 170 pages. 170 pages que pour les règles. Donc il y a vraiment plein de règles spéciales. Après, la particularité, c'est que on est revenu sur des règles génériques en fait. Donc la fiche d'unité, vous n'allez pas, enfin que très rarement avoir des règles très particulières, mais on a vraiment un ensemble de règles génériques. Donc une fois que vous connaissez les règles génériques, c'est assez facile de lire en fait le jeu de l'adversaire. Il suffit de regarder un peu ces règles, qu'est-ce qu'il a, frappe en premier, tir multiple, etc. Exactement. Et puis ça suffit en fait. Alors toi, ton avis un petit peu sur cette lecture des règles? Alors, bon, c'est une lecture rapide. Il y a un goût de V6 pour moi. On retrouve quelque chose qui est quand même... globalement, on charge, on frappe en premier. Si on tue l'adversaire, celui-ci ne peut pas riposter. Ce qui est quand même très différent. Ça change beaucoup. Ouais, c'est très différent de la V8 ou de 9e âge où en fait tout le monde tapait, quelles que soient les pertes. Donc on va avoir un jeu qui sera quand même beaucoup moins létal que la V8.
C'est un jeu où je trouve que les masses font moins sens qu'en V8. V8 c'était un jeu très massif où avoir des grosses Avec des unités hordes, etc. était très impactante. Là je trouve que l'intérêt d'avoir des grosses unités n'est pas évidente à première lecture, puisqu'on a ce nouveau système de fuite avec 3 stades qui fait que... Ouais, parce que si t'as un méga pavé de la mort, mais qu'en fait, au final, tu peux pas frapper parce que ton premier rang est décimé, et tu te retrouves avec 40 figurines, mais qui, tu rases ton test de morale et tu t'enfuis. Exactement. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Aussi, une nouveauté, je trouve, c'est qu'on va avoir tendance à beaucoup étirer les unités pour justement maximiser le nombre de figurines qui peuvent taper, tout simplement. Donc après, il y a des règles spéciales, si on a des lances, on peut frapper sur deux Sur rangs. il y a les règles spéciales d'armement qui sont toujours là. Je les ai regardées rapidement, elles sont très intéressantes. Elles sont plus intéressantes qu'en V8, je trouve, parce que, notamment pour les armes qui apportent beaucoup de force, qui sont historiquement très fortes dans le jeu, là, si on peut pas taper parce qu'on frappe en dernier, l'intérêt du truc est très limité. Donc je trouve que c'est plutôt bien équilibré là-dessus. Le système de magie me paraît très fort. Alors je connais pas encore les points, on va voir comment ça va être designé, mais c'est extrêmement fort. Je pense que c'est sans doute la magie qu'on a la plus forte qu'on ait connue dans tous les jeux Warhammer jusque-là. Après, elle peut être dissipée assez facilement aussi, parce peut que être chaque dissipée. perso peut dissiper. Ouais, On a vu que c'était assez aléatoire, parce que finalement, c'était 2D contre 2D, si on avait la même Tout à fait. niveau de magicien, donc Tout à fait. ça équilibre peut-être un petit peu la magie qui se lance facilement. Ouais, avant c'était vraiment de la gestion de ressources. Maintenant, on lance les dés, on voit ce qui se passe. Et si on réussit à mettre son lanceur de sort hors de portée du lanceur de sort adverse, alors là, c'est bingo, c'est la fête, on lance ce qu'on veut. Alors sur les persos, tu penses que les persos vont être forts, les dragons, les grosses créatures? Ouais. Pour moi, on va aller dans un jeu où les créatures rapides vont être très fortes. Les créatures qui tankent seront aussi privilégiées. Les personnages vont être clés. Comme en V6, on appelait ça Hero Hammer à l'époque, on va retrouver un peu cet ADN-là, où les personnages vont vraiment être structurants, ne serait-ce que juste dans le corps à corps en fait. Un personnage très fort qui arrive au corps à corps, qui fait 5 morts, il empêche la riposte, et donc il va gagner ses combats, tout simplement. On n'a pas parlé un tout petit peu, j'ai regardé rapidement les scénarios. Donc les scénarios, on gagne à l'attrition, c'est-à-dire qu'on va compter en nombre de points les pertes de chaque côté. Et si on va rajouter des bonus de scénario. Donc il y a des scénarios qui vont apporter aussi des bonus qui vont se compter en points, comme des points d'armée. Et celui qui aura le plus grand score va gagner la partie. Et il faudra plus de 100 points d'écart entre les deux poules de c'est vraiment à l'ancienne, hein, à l'ancienne. Après, Ouais, c'est ça s'appelle Old World. Je pense que voilà, vraiment le but de Games Workshop, c'est de proposer quelque chose qui plaise aux anciens joueurs, où les anciens joueurs retrouvent un peu la saveur de ce qu'ils aimaient. Alors, je trouve les scénarios sont plus intéressants qu'en V8. C'est-à-dire qu'il y a des vrais impacts de scénarios, ce qui est quand même nouveau pour Warhammer. Par rapport aux joueurs de 9e âge, ils sont un peu alignés sur ce qui se faisait à 9e âge, c'est-à-dire que l'attrition est centrale, mais le scénario apporte quand même beaucoup de points, et donc on ne doit pas le négliger. Mais tu me disais que tu sentais qu'il y avait une saveur un peu de 9e âge aussi. Il y a des idées qui ont été reprises de 9e âge complètement, je pense, alors c'est un point technique, mais à l'alignement lors des charges. On a vu, on ferme l'unité qui attaque doit fermer la porte. Ils ont ajouté dans les règles, et ça c'est nouveau dans Warhammer, que si l'unité qui attaque ne peut pas fermer la porte, c'est à l'unité qui reçoit la charge de le faire, ce qui permet d'éviter ce qu'on avait en V8, c'est-à-dire des charges impossibles parce que quelqu'un s'était reformé de manière à empêcher en fait toute charge, parce qu'on n'avait pas le droit de bouger l'unité. Donc ça, je trouve que c'est quand même très positif, c'est des choses qui fluidifient le jeu. Alors après, pour ceux qui se posent la question justement de la construction du schéma d'armée, comment ça fonctionne? Alors c'est vraiment un schéma à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va retrouver les pourcentages. On a 25% de seigneurs, 25% de héros, 25% de base. Donc pour les bases, c'est un minimum, on doit avoir au moins 25% de son armée qui fait partie des bases. Donc à 2000 points, on doit mettre 500 points d'unité de base. Donc on aura au minimum de l'infanterie, je pense, dans toutes les armées parce que c'est obligatoire. On se retrouve avec 50% d'unités spéciales maximum et 25% d'unités rares maximum. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup par rapport à ce qui se fait dans les autres jeux games, c'est que il y a des limitations par unité. Quand l'unité est forte, on peut la prendre une ou deux fois, mais on ne peut pas la spammer de manière illimitée. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même d'habitude plaisant, je trouve.
Alors, petit bémol, peut-être un truc qui te plaise un peu moins, c'est les lignes de vue réelles, tu me disais. Ouais, moi j'aime pas trop ce système parce que l'impact des corps est grandement diminué par ça. Donc, pour préciser, ligne de vue réelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, avec un morceau d'autre figurine, vous voyez un morceau d'une autre figurine, parce que c'est une fenêtre, parce que le mur il est un petit peu cassé. Exactement, parce que la colline n'est pas assez haute. Ouais. Donc on est dans un jeu où les collines ne cachent pas les gens qui sont derrière. Ce qui, je trouve, perd en immersion parce que une colline, on voit pas ce qu'il y a derrière. Et nos champs de bataille ne sont pas faits pour avoir des monticules de 3 mètres de haut. Surtout s'il y a des bannières, exactement. des lances ou des choses comme ça. Voilà. Après, les terrains impactent quand même pas mal le jeu. On a des pertes, on désorganise les unités. Par exemple, quand une unité est dans de l'eau ou de la forêt, elle n'a pas de bonus de rang. On perd quand même, c'est moins impactant qu'en V8, parce qu'en V8, on se rappelle qu'on perdait les bonus de rang, on perdait l'indomptabilité, et donc on fuyait quasiment à coup sûr. Là aujourd'hui, vu qu'on n'a plus de fuite automatique, ça dépend que du résultat de combat, et que les unités d'infanterie et de cavalerie sont logées à la même enseigne, par exemple, ou les monstres, cette règle-là a un impact qui est, on va dire, négligeable sur le résultat du combat. Donc moi je trouve ça un peu dommage parce qu'on perd un peu de vivacité dans le jeu. Je pense que les combats vont se répéter souvent. Pour terminer, il y a juste quelque chose qui je demande à voir, c'est que j'ai l'impression que les combats vont être très redondants. Alors il y a des choses très intéressantes qui vont ouvrir des portes, mais en fait on va faire fuir l'unité adverse, elle va se rallier automatiquement, on va lui re-rentrer dedans et on va le faire plusieurs fois. Comme le volume d'attaque risque d'être plus faible que ce qu'on a connu, on va avoir du mal à détruire les unités, donc on risque de répéter plusieurs fois le même combat. Je peux me tromper, c'est ma lecture à première vue. Faudra voir comment ça marche une fois qu'on aura toutes les règles d'unité, qu'on aura oui, parce que là, en fait, ils vont ressortir toutes les factions vont avoir en fait soit un bouquin physique ou soit des choses à télécharger, etc. Qui vont être accessibles. Alors après, toi, je t'ai fait venir justement parce que comme tu es un gros joueur 9e âge, et ben, c'est vrai que la question que moi je me pose et que peut-être certains aussi se posent, c'est est-ce que 9e âge va survivre à The Old World? Est-ce que The Old World va faire de l'ombre à 9e âge? Alors on va se retrouver un peu dans la même situation qu'en 2015 quand Battle a disparu, c'est-à-dire que différents jeux se sont développés et au final il y en a un seul qui a vraiment survécu, qui est 9e âge, King of War, c'est un peu amoindri. Je pense que ça risque de faire la même chose, c'est-à-dire les gens vont regarder ce qui marche et iront là où il y a des joueurs tout simplement. Parce qu'on reste sur un jeu de bataille rangée, il n'y en a pas 40 dans le marché, ou alors très différents. Et donc les gens iront vers là où il y a le monde, et à 9e âge dépendra beaucoup de la décision du circuit de compétition, donc le championnat du monde, l'ETC. Si l'ETC bascule sur The Old World, je pense que la majorité de la communauté suivra. Si l'ETC reste sur 9e âge, à voir comment ça va évoluer. Voilà. Comment ça va évoluer. Donc là, c'est vraiment un moment charnière en fait où c'est vous qui avez le pouvoir, parce qu'en fonction de si vous faites en sorte que vous plébiscitez 9e âge, et voilà, forcément The Old World ça va être un peu compliqué. Et puis si au contraire tout le monde passe sur The Old World, forcément 9e âge, ça risque d'être compliqué aussi. Je pense que The Old World aura plus de public que 9e âge parce que le monde, parce que la publicité marketing de Game Workshop, ça a son poids. Voilà, parce que des beaux bouquins, parce que tout un tas de choses. Mais il y aura un seul des deux jeux Un seul survivra. Exactement. Le mot de la fin. Eh bien écoutez, on se retrouve dans plusieurs temps, je sais pas, donc combien de temps on peut se donner, peut-être 6 mois, peut-être pour voir déjà où ça va aller. Là, s'il y a des sorties régulières aussi sur The Old World, si on s'arrête plus ou moins là, s'il y a plein de nouvelles figurines, etc. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci Romain d'être venu. Merci de m'avoir invité. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a dégrossi un petit peu les règles. Et puis, comme je vous ai dit, dans les commentaires, le premier commentaire épinglé, si on s'est trompé, on a dit des bêtises, et du coup, ce sera là-dedans. Voilà, merci à vous en tout cas, et merci Romain. Merci, à bientôt. Salut à tous. Salut.